je conjugue mes amoureux féminins. On me tolère, mais on m'accepte pas totalement comme je suis. Qu'est-ce que ça fait, de moi aujourd'hui en tant qu'adulte? Tu Mmh. vois? Salut à tous, bienvenue sur Merci on vous rappelle, le seul podcast qui vous plonge dans les coulisses du casting avec des histoires et des parcours incroyables. Aujourd'hui, on va à la rencontre d'une comédienne, réalisatrice talentueuse et passionnée. Nina Mello, bonjour et bienvenue. Bonjour Patrick, merci de m'inviter. Bah, merci à toi d'être là, c'est vraiment un honneur de t'avoir à l'émission. Ma première question pour toi, ça serait, si tu étais un lieu touristique n'importe où dans le monde, tu serais lequel et pourquoi? Oh là là, c'est quel genre de question ça? Ah, je déteste ce genre de truc. Je suis pas assez spontanée, ça me fait cogiter, oh quelle horreur! Pourquoi tu m'as pas dit que ça commençait comme ça? Mon Dieu! Alors attends, quel lieu? Quel endroit du monde? Un lieu touristique dans le monde. Un lieu touristique? Oh purée, un lieu touristique dans le monde? Je suis pas quelqu'un en plus qui aime les lieux touristiques justement. OK. Le compte à rebours est lancé. Mince, il y a un énorme point d'interrogation là. On pourrait revenir là-dessus si tu veux, y a pas de problème. Mais c'est drôle, au moins ça te fait cogiter. En tout cas, tu vois, en dehors d'une lieu touristique, parce que j'ai pas franchement, j'ai pas d'idée, j'ai pas de Ouais, pour le côté touristique, en réalité, quand je voyage, je déteste ça, j'essaie de fuir. Je voyage même hors saison pour vraiment je veux pas trouver de touristes. J'essaie OK, de me fondre, j'essaie d'aller dans la ville. Quand je vais d'accord. dans un pays ou même, que je voyage dans une ville que je connais pas en France, Mmh mh. j'essaie de tout faire pour être, le plus possible éloignée du centre-ville, de là où il y a tous les gens qui sont là, tin 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 tin. Pour connaître les gens du coin, en fait. C'est ça qui OK. m'intéresse. Mais tu vois, de plus en plus ces derniers temps, j'ai envie de découvrir, l'Afrique du Sud Mmh mh. parce que, l'horrible histoire qu'il y a en Afrique du Sud a créé finalement une société, hem, complexe que j'ai envie de découvrir. Mais OK, je crois que toute l'Afrique du Sud, c'est un lieu touristique à découvrir, en fait. bien sûr. Donc voilà, l'Afrique du Sud, pour Et cette histoire, ouais. pour l'ouverture et à la fois, il y a à la fois le conflit, culturel qu'il peut y avoir parce Mmh mh. que, finalement, il y a le mariage, homo qui est c'est le seul pays d'Afrique, je crois, en plus Qu'il a interdit? qui non, qui le légalise. C'est légal le Ah oui, c'est mariage vrai, tu as raison, homosexuel oui, en oui. Mmh. Afrique du Sud. Il y a des artistes, queer, militants en dehors même de la queerness, mais de militants incroyables, Ouais. plus cette sorte d'apartheid qui existe encore finalement, où toutes les communautés sont entre elles. Mmh mh. Même si c'est flippant, je trouve que ce serait intéressant à voir parce que c'est un pays qui a une histoire, Incroyable. humaine Mmh mh. vraiment, forte, quoi. D'accord. C'est une très bonne réponse. Maintenant, si je donnais un contexte à nos auditeurs, si tu nous parlais un peu, comment toi t'es rentré dans cette industrie? Comment ta passion est née, tout ça? Ma passion est née, parce qu'en fait, à la base, quand j'étais plus jeune, je voulais écrire et réaliser, mais j'ai toujours été hyper agitée mentalement, mais je savais pas que j'avais une hyperactivité mentale. OK. Donc j'arrivais pas à structurer ma pensée, mes idées et donc j'étais foisonnante d'idées, mais Mmh mh. j'arrivais pas à structurer et donc en fait, je me suis dit, bon, il y a eu quelques rencontres, entre-temps, mais surtout à un moment donné, avant de me lancer, je me suis dit: «Écoute Nina, la stratégie c'est, lance-toi dans la comédie. Apparemment, tu as un peu de tchatch. Lance-toi dans la comédie et hem et en étant sur les plateaux, mais tu seras confronté à la réa, à tout ça et tu prendras confiance et peut-être que ça se structurera». Alors ça a mis du temps, hein. Bien Ça a mis, genre plus d'une décennie pour qu'enfin je prenne confiance et que je commence. Donc là, je suis en plein dedans. C'est du défi constant, mais en fait, c'est comme ça que je me suis lancée et en fait, avant de me lancer, j'étais en quoi? J'ai fait un BEP vente action marchande parce que voilà, j'avais la tchatche, donc après la troisième exactement. on me balance là-bas. Donc j'avais des idées, mais obscures parce que je croyais qu'on avait foutu ma vie en l'air et tout. Mais finalement, j'ai fait mon BEP VAM, vacances à la mer là, comme on disait à l'époque. J'ai fait mon BEP VAM, ensuite j'ai fait un BTS non un bac, STTA SIC Mmh mh. et en fait, je crois que c'est, toute cette histoire je parle du commerce et tout ça parce qu'en fait, c'est des études qui m'ont permis de me vendre par la OK. suite, auprès d'un certain agent que nous connaissons, toi et moi. C'est ça. Et entre-temps, à la fin du BEP, en fait, j'ai rencontré, des gars qui étaient dans une autre section
qui faisaient des courts-métrages depuis qu'ils étaient petits, qui avaient vraiment cette passion-là. Je me suis un peu greffée au groupe, mais moi, c'était pour m'amuser et en fait, je jouais pour eux. OK. Mais je savais pas jouer, mais je jouais pour eux, je faisais n'importe quoi mais ça j'ai eu de la matière pour le présenter à Stéphane Lefebvre au Mmh. moment où je l'ai rencontré. Donc c'était un mois de décembre, j'étais déprimée, j'avais envie de tout casser, c'était horrible parce OK. que vraiment je ne comprenais pas ce que je faisais là et surtout je savais que la vente ou tout ça, que voilà, ce serait pas forcément ma vie. Donc j'ai fait un peu comme, je fais d'habitude, je parle à la vie. Moi, j'ai une relation, c'est spirituel, si j'ai un problème, c'est la vie qui me les cause, quoi. OK. Donc là, je dis c'était un mois de décembre et je dis: «À la vie, en fait, c'est soit tu me dis ce que j'ai à faire dans mon existence, soit on arrête tout. Voilà, on arrête tout». J'étais radicale comme ça avec, ce que tu veux, Dieu, la vie, Exactement, ouais. l'univers. Je lui dis: «C'est maintenant ou maintenant». J'avais cette intention-là en tête, je vais sur internet et je vois Stéphane Lefebvre, agent, de la diversité. Il y avait vraiment l'étiquette agent de la Il diversité. l'a toujours. Ah ouais? Bon bah, écoute voilà. Il y avait écrit, débutant, je crois, c'est bon aussi et bah, c'était moi donc je l'appelle, je lui laisse un message vocal vraiment typé, de ce que j'avais appris en vente. «Oui bonjour, je m'appelle Nina Mello, j'ai envie de jouer la comédie, j'ai pas vraiment d'expérience mais j'ai tel âge et je fais beaucoup plus jeune donc si tu me prends dans ton agence, c'est amorti, tu amortis 10 ans et moi, je sais ce que je peux t'apporter. Si tu penses que tu peux m'apporter quelque chose, rappelle-moi». Carrément. Ouais, 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 argument de vente et tout. Mais tout ça en étant désespérée intérieurement, c'était vraiment une mauvaise joke, c'était n'importe quoi et en fait, je fais ça et ce message fait rire, Stéphane. J'imagine. Fait rire, il me rappelle, on se voit et je le rencontre et pour moi qui étais jeune, rencontrer Stéphane, tout ça, c'était, assez impressionnant. Puis bon, tu connais Stéphane, il a une sacrée personnalité. C'est clair. Pour moi, c'était, bon, il en plus, il y avait un côté un peu fou que je captais pas, mais je me disais: «Ah ouais! OK, d'accord». Mais pareil, on m'avait appris à beaucoup écouter l'autre en vente, donc j'ai beaucoup écouté, pas beaucoup parlé et ça a matché et en fait, ce qui est fou, c'est que je crois 3 mois plus tard, je crois que c'était vraiment 3-4 mois plus tard, il m'a mon premier casting et on répète ensemble parce que j'avais jamais répété un casting ni rien, je connaissais rien et on répète ensemble et je me jette à l'eau et je crois que je tournais 6 mois plus tard, quoi. OK. Vraiment dans l'année où je rencontre Stéphane, j'ai mon premier tournage avec l'un des rôles principaux au niveau ado dans un téléfilm. Ouais, trop la classe, c'est là que je t'ai connu. Non, c'est trop la classe, c'est venu un tout petit peu après, mais Ouais, ça s'appelait Un prof en cuisine. OK. C'était réalisé par, Christiane Le Hérisset. C'était mon premier projet. OK. Mais c'est fou, une rencontre, un projet, on dirait que tu étais vraiment fait pour ça. Bah ouais, ouais, on dirait, ouais. Mais ramène-nous sur, Trop la classe parce que moi, c'est là que je t'ai découvert en tant que Charlotte dans cette série. Ouais. Tu as toujours la même tête. Ouais, c'est bizarre, hein? Ouais, j'ai quand même un peu mûri. J'ai un peu Non, mûri, quoi. ouais, je te jure, j'ai l'impression de parler à Charlotte. Mais trop la classe, c'était drôle parce que, j'étais déjà un peu plus âgée que les autres Mmh mh. et en fait, moi, comme à l'époque encore de Trop la classe, ma personnalité était loin de celle de Charlotte, hein. OK. Moi, je sortais du tournage, je fus avec ma clope, Ah ouais! la binouse, toujours le fond de dépression. D'ailleurs, c'est à cette époque-là que j'ai commencé une psychanalyse parce que franchement, c'était n'importe quoi. Donc rien à voir avec mon perso. Les «Ah! C'était pas moi du tout. Moi, j'étais dark, j'étais sombre, donc rien à voir avec Charlotte, mais ça me donnait une bouffée d'air en fait, de jouer ce personnage-là Mmh mh. et ça m'a un peu comme j'avais une vie assez complexe, j'ai pas eu une enfance aussi, particulière, ce qui fait que j'ai dû être adulte trop tôt OK. et donc mine de rien, jouer Charlotte, hem, ça m'a réconciliée avec, une petite partie de mon enfance, avec une certaine légèreté et ça m'a permis de voir que j'avais des problèmes et que j'étais problématique. J'étais très toxique donc c'est là que j'ai commencé à prendre soin de moi. Ça a été un long parcours après, Comment tu as atterri dans mais ce c'était une projet? belle expérience. Raconte-moi un peu comment Hein? tu as atterri dans ce projet. Tu as passé des castings, c'était comment? Bah, ouais, non, ça c'était drôle, ouais, trop la classe en fait, pour moi c'était Disney Channel, C'est donc c'était ça, un peu le dream, tu vois? exactement. Hem, mais le Disney Channel France, j'ai pas non, c'est cool, mais ça a rien à voir avec le Disney Channel Carrie, tu vois? Vraiment rien à voir, l'ambiance, c'est pas la même, les cachets non plus, rien à voir, mais J'imagine, genre ouais. absolument rien à voir. Mais par contre, c'était, comment
Écoute, le casting, je pense que je devais être à une gay pride, bourrée et tout et je crois que je reçois ça, c'est Stéphane qui m'appelle, je fais: «Ouais, vas-y, c'est trop bien!» et je lui dis: «Ouais, c'est cool» et à cette époque-là, pour moi, c'était drôle de faire ce genre de choses et j'ai passé le casting pour Charlotte. En même temps, je me voyais bien faire aussi un autre personnage. J'essayais de les faire tous parce que ça m'éclatait, OK. mais je crois qu'ils avaient déjà prévu que Charlotte soit peut-être une fille noire, quoi, un truc comme ça. Mmh. Donc je déchire le truc, je me sentais bien, puis je crois que j'étais un peu pétée, donc fluide, j'étais pas stressée, blablabla, bla bla, bla Ouais. bla, bla, et voilà. C'était quand même une première parce qu'à la base, avant Disney, ils avaient les Hannah Montana, les Zack et Cody, tout ça et ils avaient rien de français, en fait. Donc vous, c'était un peu avant-gardiste, tout ça, non? Genre, c'est nouveau? Bah, je crois, ouais, je sais plus s'il y avait on était la première série Disney, En en français, France, je ouais. sais plus. Français, ouais. Ouais? OK. Ah oui, tu vois, je crois que j'avais même pas calculé ce truc-là. Mais ce qui est encore plus étonnant, c'est que dedans, tu joues avec François Civil, Manon Azem, tout ça, c'est fou. Ouais, ouais, c'est vrai qu'on a bah, c'était les débuts un peu de tout le monde en réalité, hein. Ouais, Ouais. Ouais, je me j'imagine. rends pas trop compte. Après, il y a eu le struggle de l'existence, parce que voilà, ça c'était les débuts, c'était mignon, tu rêves. Donc je peux ouais, non, c'est vrai. C'est Mais vrai qu'il y a ouais, en plus j'ai croisé François là au César la dernière fois, c'était assez drôle, mais ouais, vous avez ouais, reparlé puis un je peu crois de qu'on l'époque ou? mais moi, en fait, il y a un truc où j'aimerais trop refaire un délire comme ça, mais adulte quoi. OK, Disney où je sais pas, je fais la mère de je sais pas qui, je trouve ça j'adore l'énergie des séries Disney, tu vois? bien sûr, ouais, ouais. Et puis Mais surtout que je le vivrais différemment aujourd'hui. Plus de j'imagine. maturité, je suis plus en phase avec qui je suis, je m'amuserai encore plus, quoi. Quand tu jouais à l'époque avec lui, est-ce que tu imaginais que Dredd allait avoir une carrière comme celle-là ou quoi? Franchement, ils étaient tous très bons, donc moi, j'avais aucun doute que tout le monde réussirait, quel que OK. soit le domaine de son choix, en fait. Ouais et puis après, en fait, François, lui, il a été très vite, je crois qu'après 2 ou 3 saisons, il a eu son premier long métrage, hein. Mmh. Tu vois? Moi, les longs métrages, cinéma, c'est venu un peu plus tard, mais lui, c'est OK. venu très tôt. Donc ouais, Ouais. non, j'ai pas forcément douté. Moi, j'ai eu la chance de le Au contraire, je rencontrer, me dis que c'est une suite logique. à un festival. Il présentait son dernier film de piano OK. et il est vraiment cool comme gars, en fait. Vraiment, on a déliré, Ouais, c'est il se prend pas la tête, hein, c'est super sympa. ouais, ouais, c'est ça, ouais, c'est vraiment lui. C'est très naturel, ouais. Très, très, très. Si tu nous parlais maintenant un peu des rôles qui t'ont marqué, genre tu as tourné avec plusieurs réalisateurs de renom et cetera. Est-ce qu'il y a une expérience plus particulière que tu retiens, en fait? Ouais, il y a un rôle qui me vient tout de suite et d'ailleurs pour ça, il faudrait que je remercie, Stéphane C'est Lefebvre. vrai? Stéphane Lefebvre et je le dis une troisième fois, Stéphane Lefebvre. Il va être content. Écoute, parce que je sais que ça l'a saoulé que je me barre, mais enfin, à un moment des fois, il faut changer, tu Bien vois? sûr. On bouge, on évolue. Mais la vie d'agent, je pense que c'est particulier. Mais en fait, ce rôle, je pense à lui parce que c'est un casting que je voulais pas spécialement passer Mmh. et il m'a dit: Si, si, fais-le», et en fait, c'était pour faire une nana, ça s'appelle, Vos violences. C'est réalisé par Antoine Rimbaud et en fait, on a les rôles principaux avec Éric Dupond-Moretti Mmh. et et moi, ce personnage, en fait, il voulait que Antoine Rimbaud voulait qu'il y ait des inspirations de Snoop, de Cazet pour mon personnage. Donc j'étais déjà un peu plus street à l'époque. Aujourd'hui, c'est dead. Franchement, il faudrait que je bosse. Mais même déjà à l'époque, c'était compliqué, tu vois? Steve Chiancho, avec les autres, ils m'ont briefé. Ils étaient là: «Non, vas-y, fleuris ton langage!» C'est pas Ils vrai. m'ont emmené dans un parking pour que je parle wesh de ouf. Mais moi, tu me fais parler wesh, c'est une blague, tu vas rire. J'ai un langage urbain, mais pas wesh, tu vois? Ouais. Donc j'y arrivais pas, j'étais là: «Ouais, non, c'est ta gueule!» Tu vois ça? C'était naze. Ils m'ont tous coincé, ils m'ont coaché et en fait, ce personnage-là, c'était vraiment quelqu'un de brisé intérieurement et et puis qui en fait, ça m'a humanisé un personnage de vie que moi je connaissais. J'étais pas proche forcément de ce genre de femme, brisée par la vie, de rue ou en cité ou quoi et donc j'ai vraiment dû, me métamorphoser pour ce personnage-là. D'accord. Si jamais tu chopes une photo de ça, enfin, les gens me reconnaissaient pas. Donc ça, c'est le premier rôle où j'ai dû me métamorphoser et surtout je me suis dit: «Ah, c'est possible». C'était vraiment la première fois que je composais. En règle générale, je faisais des choses beaucoup plus simples. Mais là, j'ai vu que je pouvais aller, loin dans le jeu. Que D'accord. ça soit au niveau de la rage, hem, de la tristesse et de tout ce combo nuancé. Donc voilà, c'est pour ça que je remercie Stéphane parce qu'il m'a poussé à passer ces essais
Et puis grâce à ce court métrage, j'ai eu un prix d'interprétation à Damy à Oh. Clermont-Ferrand, Mmh. la première reconnaissance de ma vie, d'artiste-interprète. Donc pour moi, ça a été un 1er passage, de confiance et d'accepter, ce chemin. Donc quand tu apprends que tu as ce premier prix, tu es dans quel état? J'en revenais pas et en même temps, j'étais consciente, du travail par rapport à qui je suis Mmh. et au personnage que j'ai interprété. C'est vraiment 2 mondes, quoi. Et donc il y avait une partie de moi, tu vois, du manque de confiance, je sais pas si j'ai ce tu sais, ce truc de l'imposteur là, si je l'avais à l'époque, mais en tout Mmh. cas, ouais, il y a eu un peu cette émotion-là, mais surtout enfin, la possibilité pour moi de commencer à me reconnaître. Et je suis pas, la meilleure, moi c'était Viola Davis et Denzel, mais Clair. mes gros challenges. Donc voilà, le temps que j'atteigne ça, bon. Mais en tout cas, ce 1er prix m'a permis de me dire: «OK, en fait, tu es sur ta voie, c'est ça. Tu peux continuer à y aller». Est-ce que tu dirais que ça a transformé un peu ta vision du métier? Genre, tu fait ça, après tu te dis: «Ah ouais, le métier, il est comme ça, nana». Je crois que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me dire aussi, que par moment mes désirs à moi sont pas forcément les meilleurs. Tu vois, je voulais pas aller à cet endroit-là parce que je trouvais que c'était trop stéréotypé. Mmh. Hem Et en réalité, ce que j'y ai amené à ce personnage, moi, c'est beaucoup plus de nuances. Donc par moments, je me dis, ce que ça m'a apporté pour répondre, à ta question sans m'égarer, heu, c'est déjà, en plus, qu'il y avait une résonance, par rapport à ce que moi je vivais intérieurement. Le Mmh. film s'appelle Vos violences et je peux te dire que c'était une période où j'étais vraiment pas une personne recommandable. Donc autant sur, la le physique et tout ça, c'était pas moi, sur la façon de parler, mais intérieurement, j'étais quelqu'un d'assez violent, j'avais beaucoup de violence intérieure et puis ça s'extériorisait. C'était en résonance avec qui j'étais finalement dans les profondeurs et je me suis rendu compte que la vie amenait à moi des rôles qui me permettaient de guérir en fait, de Oh! grandir et donc ça m'a fait vraiment évoluer spirituellement, à me dire: «OK, c'est pas, enfin pour moi le métier d'artiste-interprète, c'est, il y a un endroit de guérison. C'est pas Je le fais pas pour juste pour m'amuser et en plus c'est pas un métier facile. Je suis quelqu'un qui à la base préfère me taper des barres 1000 ans plutôt que d'affronter ses émotions et les problématiques et puis finalement c'est un métier qui m'a obligée à être, en lien avec mes émotions. Mmh. Moi j'ai mis des années à pas savoir pleurer, enfin je pouvais pas, c'était bloqué. Rire, je pouvais, machin, mais et en plus, j'ai un souci de dissociation. OK. Donc parce que des fois, les traumatismes de vie font que tu dissocies, tu clives. Donc le mental et les émotions sont totalement séparés. Mmh. Mais va jouer en étant dissocié, en fait. Le boulot de comédienne m'a fait me rendre compte que j'avais beaucoup d'anxiété. Je me suis rendu compte, ça c'est tu vois, c'est sur la série Nina. Je me suis rendu compte à un moment donné que je faisais des crises d'angoisse à répétition. Je crois au bout de la 2e saison, plus des moments de parano où j'entendais les gens me dire: «Ouais, c'est nul ce que tu viens de faire». Ah C'était juste ouais. moi, en fait, qui me disais à moi-même ça. Bon, c'est un peu fou ce que je suis en train de dire, je partage, hein, tu vois? Non, c'est bien, faut. Mais du coup, ça m'a vraiment permis de grandir intérieurement et de me dire: «Ah ouais, non mais tu as un gros souci de manque de confiance, confronte-toi-y et évolue». Et en fait, à chaque fois, du coup, ça évolue, ça fait, évoluer mon jeu, ça me fait évoluer personnellement, d'accepter tout ce qui va pas chez moi, tout ce que j'ai à faire grandir, mais donc en gros, pour moi, vraiment, c'est pas un métier, de loisir ou quoi, c'est pas une facilité, c'est quelque chose qui est dur Mmh. à beaucoup d'endroits et qui me fait grandir et c'est pour ça que je continue. Voilà, donc ça m'apporte énormément. Comment tu as fait justement pour sortir un peu de cette période sombre? Parce que des fois, on a un peu du mal dans ce milieu à parler tout ce qui est santé mentale et Bah, je te dis, moi, très tôt, première psychana trop la classe, bon, tu vois, j'étais jeunette, hein. J'ai fait: «Mais non!» Bah, je faisais des crises d'angoisse, sur ce tournage alors que c'était très, très, très peace. Enfin, mmh. non, mon personnage était peace, pas l'ambiance du tournage. Ça n'allait pas du tout. Je me mettais à pleurer, je sais il y a des moments où, en fait, j'arrivais plus à gérer mes émotions en plein tournage et là, je me suis dit: «Mais attends». Et puis c'est pas sur les plateaux que tu es backup, hein. Ça absolument pas, hein. Donc déjà très tôt, je me suis dit: «OK, si je me backup pas moi-même, si je me protège pas, si je me soutiens pas, Mmh.
Je n'arriverai pas à avancer, puis en plus, je m'auto-détruirais et personne, viendra me secourir. Donc c'est comme ça que j'ai fait ma La une thérapie. psychanalyse Ouais. de, je crois, 2 ou 3 ans, et ça m'a permis de me détendre et de me dire: «OK, tu es problématique, assume, heu, avance, tu es problématique, tu es entouré de gens toxiques en plus», parce que souvent quand c'est comme ça, tu t'entoures de gens qui te correspondent. Mmh. Et au fur et à mesure des années, j'ai écrémé aussi mon entourage. J'ai favorisé un entourage beaucoup plus bienveillant, hem et je me suis, isolée, vraiment pour me rencontrer un peu moi-même, quoi. Et ça a été fou, mais en fait, les rôles les plus intéressants sont venus à moi de cette façon. Plus je me Ah, suis isolée, plus je me suis tu vois, plus je me suis rapprochée de moi, ce qui est le plus important en vrai. ah, c'est fou. En fait, c'est comme si tu étais vraiment concentré, tu étais focus, voilà, tu as dit: «Moi, maintenant, je vais dans cette direction-là» et c'est ça. Ouais, exactement. C'est fou. Avant qu'on continue sur, ton parcours, j'aimerais qu'on revienne tout à l'heure, tu as dit: «Ouais, j'ai changé d'agent et tout et c'était le bon moment» et parce que souvent on n'en parle Ouais, pas trop, mais toi maintenant tu es avec VMA quand même, c'est genre, la ouais. Rolls-Royce des agences. Comment ça se passe quand on se dit on est dans une grosse agence comme ça, en fait? Comment on se res on sent? Déjà, ça y est, hein, je suis sortie des illusions et ça, je tiens à faire passer le message. C'est une belle vitrine, c'est cool, hein, mais si tu es pas une star dans une agence de stars, c'est pas si dingue que ça. En tout cas, c'est une belle vitrine, Mmh mh. mais en réalité, le plus important, c'est la relation que tu as avec ton agent, hein. Tu peux être dans une agence moins importante et puis avoir une très, très belle carrière, hein, Mmh. et être dans une grosse agence et en fait, personne s'occupe de toi. Ah OK. Mais oui, oui, ça arrive beaucoup, et puis, en fait, en plus, dans les grosses agences, c'est beaucoup les assistants, finalement, qui travaillent énormément. Alors attends, qu'est-ce que je suis en train ça va, c'est pas si énorme que ça, ce que je suis en train de dire là. Non, 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 mais c'est non, je non, parce que, J'ai tu sais pas de filtre, faut que je fasse gaffe. non, mais il y a un Mais mythe un peu, tu vois? Quand on voit en le fait, nom de ouais, l'agence, on se dit: «Ah ouais, elle doit être, casting tous les jours», des choses comme ça, tu vois? non, absolument pas. OK. Absolument pas casting tous les jours, surtout que, bah, tu vois, moi, je t'ai dit que j'avais cette activité de coaching que je commence à mettre en place parce Mmh que mh. j'ai vraiment envie d'apporter ce savoir-là, à des comédiens et comédiennes aspirants parce Mmh qu'en mh. fait, ils se rendent pas compte qu'on est dans un pays politiquement, heu et moi je trouve qu'on est dans un pays qui a c'est un pays qui a factuellement une histoire raciste. On est dans un pays qui commence à ouvrir bluff, à accepter de laisser rentrer un peu plus de personnes racisées, Mmh mh. heu, dans les rôles principaux et des rôles pas, on va dire, rabaissants, Mmh mh. heu, ou qui renvoient Valorisant, ouais. toujours, ouais, à une image de gens qui souffrent. Des gens qui souffrent, il y en a dans toutes les ethnies humaines, hein. C'est pas Mmh. que chez les personnes noires ou maghrébines. Bon sang, on a l'impression que nous, on fait que souffrir. Hem et en fait, il y a des personnes afrodescendantes, médecins, psychiatres, médecins généralistes, gynécos, pilotes d'avion, journalistes, Mmh mh. mais on a l'impression que il y a un endroit de l'imaginaire où c'est pas possible pour les personnes qui écrivent, et c'est quand même les scénaristes, on est quand même dans un pays où c'est une majorité de blancs. Pareil pour les producteurs, les diffuseurs, nanani nanana. Mmh mh. Ça évolue, mais très lentement, et bien sûr, la discrimination, elle se fait à la fois chez les hommes et les femmes racisées, mais pour les femmes noires, c'est quand même, un peu particulier, quoi. Le Mmh mh. plafond de verre là, il est pas, encore percé. Non, c'est clair, ouais. Tu vois? Donc pour l'instant, on a un Omar Sy et on a qu'un, ce qui est quand même fou par rapport à au fait que la France ait une histoire, Mmh mh. mais très lointaine avec l'Afrique subsaharienne Bien sûr. et tu et l'Afrique du Nord aussi, donc Mmh en fait mh. avec l'Afrique tout court. Donc c'est fou que, ce pays, qui se soit autant implanté dans d'autres lieux, mais ne fasse pas corps avec son histoire au niveau des imaginaires, en fait. Mmh mh, mmh. Il y a un travail à faire à cet endroit-là, et puis assumer qu'il y a une histoire raciste parce que, il y a encore trop de, je sais pas, de déni là-dessus, Mmh alors mh. que, en fait, on il y a une mémoire collective, qui a qui enfin de traumatique incroyable Mmh. sur le plan,
la domination raciale. Mmh mh. Et bien sûr que ça a un impact sur, l'expression artistique. Donc à un moment donné, arrêtons, les langues de bois là-dessus. Mmh. Ça impacte l'évolution des artistes en France, des artistes racisés. Bien sûr, ouais. C'est pas normal. Tu dis: «Oh, attends, on est dans un pays où on voit bien, il y a des Pakistanais, des de je veux dire, ils existent pas, on les voit pas sur les écrans, des Chinois, des Japonais, des Mmh. Vietnamiens. La France a une histoire concrète avec ces pays-là, hein. Je veux Ouais. dire, pas une histoire douce, mais il y a un lien. C'est fou. Mmh. Donc pour l'instant, moi, je suis un peu je garde espoir Ouais. parce qu'on se bat, mais du coup, j'ai même l'impression qu'il y a un militantisme, à pas baisser les bras quand tu es racisé, Mmh. à continuer de vouloir évoluer dans le champ artistique. Qui se met en place. En fait, même pour faire une parenthèse, je sais pas après si tu es très réseaux sociaux ou tu regardes la télé-réalité et tout, il y avait Ouais. c'était quoi? Je crois que c'était, Secret Story qui est passé et tu avais une femme racisée justement. Ah oui, ouais, Tu as ouais. vécu ça ou pas? Mais il y a eu quelque Bah, chose qui j'ai s'est vu créé dans les que réseaux, il y a eu comme, les gens ont ouais, milité en heureusement. fait. Ouais, un mouvement, donc tout le monde était pour elle en fait, parce que ça veut dire que, en En fait plus, les elle gens a s pas gagné, elle a gagné. si elle a gagné! Ouais, 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 c'est super, je suis trop contente qu'elle ait gagné. les gens sont prêts en Trop fait, ça veut dire contente qu'elle ait que gagné. c'est juste que je pense que dans les hauts niveaux, ils ont du mal un peu à se dire: «Ah ouais, telle personne on pourrait l'avoir dans tel endroit», mais le public est là, le public attend. Bien sûr, mais bien sûr, on cohabite depuis, enfin, on vit ensemble, mais à l'école, même à l'école, on est tous ensemble. Je veux dire, on grandit, avec une ethnicité multiple comme ça, dans nos écoles, partout. Mmh. Et puis, au moment où, voilà, on se lance dans la vie professionnelle, ça y est, on nous fait comprendre que vous êtes pas les mêmes, quoi. C'est ça. Faut se détendre. Reste à ta place, sois content, tu es content du peu qu'on te donne là, c'est déjà énorme parce que quand même, Mmh. voilà, tu es qui tu es et je suis supérieure à toi, dis merci surtout. Psychologiquement parlant, on blague, mais je pense que pour les artistes racisés, c'est pas évident. Je pense qu'il y a quelque chose, il y a aussi un travail à faire pour supporter ça, quoi. Ouais, cette charge, oui. Ouais, 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 parce que, c'est une charge en plus. En plus, tu vis pas, ton évolution artistique comme les autres en réalité. Parce que tu sais qu'il y a des murs que tu te prends parce que tu es racisé Mmh. Même et pas pour autre chose. tu parlais d'Omar Sy, c'est un peu genre comme, l'arbre, qui cache la forêt, mais après même je pense que lui aussi, il s'en prend pas mal, tu vois? Ouais, ouais, non, je parlais vraiment de lui par rapport au fait que, bah, lui ça va, il l'a enfoncé le plafond de verre. Mmh. C'est le seul quoi, enfin, tu vois, racisé qui est à ce niveau-là, en Mmh. France. Mais c'est fou que ce soit le seul, C'est pas je trouve normal. que c'est pas normal et je suis contente pour lui, attention, vraiment, hein. Mmh. Mais juste que je trouve que c'est pas normal. Non, c'est clair, on devrait en avoir un peu plus. Si on Bah, continue sur, ton parcours, j'aimerais que tu nous parles un peu comment tu prépares tes personnages, notamment dans Bande de ouais. filles. J'ai vu une scène où tu te manges une droite, je me suis dit: «Waouh!» Tu nous parles un peu de ça? Ouais, mais moi j'adore, les scènes de baston, c'est un truc, j'aimerais en avoir tellement plus, j'adore ça. Là, moi je rêve, attends, je vais répondre à ta question, je digresse vite fait, Vas-y. mais j'adore, tu vois? Un rôle de soldat, gendarme, flic, tu cours, tu tabasses, machin et en même temps nuancé avec des émotions. Mais Bande de filles, écoute, c'était, merveilleux. On a eu un coach, c'était, Assa Karidja, voilà, Assa Sylla, Karidja Touré. Mmh. On à 3, on a eu un coach, en fait. Céline Sciamma nous a fait faire des séances avec un coach. Mmh. C'était du côté, je crois de Gare de Lyon. Bon, on s'en fout de où c'était, mais enfin bref. On a eu au moins, 10 séances comme ça où on a répété les bastons. OK. Mais moi, j'avais déjà fait, des projets où je me bastonnais, donc j'étais plus ou moins habituée et puis bon écoute, j'avais fait aussi un peu de boxe thaï quand, j'étais plus jeune et tout, donc c'était pas spécialement problématique. Hem, mais c'est vrai que les filles, des fois, je me rappelle une fois, je crois que c'est à ça, elle m'a mis une droite comme ça, je fais: «Oh! Oh! Bon, on se détend!» mais en fait, ça va, comme j'étais un peu plus musclée qu'elle, donc elle m'a mis la droite, j'ai pas senti grand chose, c'était juste Ouais, surprenant. ouais. Hem Mais voilà, écoute, comme je te dis, j'étais un peu problématique, donc j'étais, assez bagarreuse, mais sans me bagarrer, mais j'étais bagarreuse. Mmh. Donc j'ai adoré ce moment-là de préparation et ce qui est fou, c'est qu'on était tellement bien préparés, et moi surtout plus préparée parce que je devais faire les 2 bagarres, qu'on les a fait en plan séquence. Tellement j'étais rodée. Non, mais je fais que ça dans le film, hein, plus me bastonner.
Des fois, quand on me parle de ce film, j'ai un peu les nerfs parce que je fais: «Bon, j'ai d'autres projets quand même, je fais plus de choses. Là, je fais que me bastonner». Mais tu le fais Le bien. dernier plan séquence finit, je crois, torse nu ou en soutif ou je sais pas Ouais, quoi. en soutif, ouais, c'est ça. À l'époque, j'ai des abdos, donc c'est cool. Tu fais: c'est bon, ça va, bande de filles, quoi». Non, mais elle est impressionnante, surtout la scène où tu prends la droite, j'ai fait: «Waouh, mais ils ont réglé ça comment et tout?» Parce que je suis trop forte. Voilà, franchement, je me lance plein de fleurs parce que je suis trop forte. J'adore les réglages et surtout que moi, j'adore les films de bastonnade. Mmh mh. J'adore les trucs policiers où les chorégraphies sont bien réglées et surtout que ça fasse le plus vrai possible. Donc moi, j'ai un truc, je vois le truc arriver, paf, j'adore ça. Donc Ouais, voilà. c'était impressionnant. Si on allait maintenant dans le film que tu as fait récemment, Black Tea, tu nous en parles Ouais. un peu de celui-là? Déjà, comment tu atterris dedans et tout ça? Bah, alors j'atterris dedans, c'était assez fou. Franchement, je pensais pas du tout le faire ce film parce que moi, il y a toujours ce truc où, tu vois, je sais pas spécialement faire l'accent africain. J'ai vraiment passé ma vie en France, donc j'ai pas les petites phases, tu vois? En plus, j'ai grandi un peu à la campagne, donc j'ai plutôt des dodus, les trucs bizarres. J'ai pas, le truc, que tu vois, ma mère, elle m'a pas passé, le truc de la Côte d'Ivoire où je peux bidouiller parce qu'en France, en vrai, ils te demandent un accent wakandais. Ils te demandent pas un réel accent qui vient peut-être de Côte d'Ivoire, du Mali, du Sénégal. Ils sont irrespectueux à fond, les gens, tu vois? Mais bon, là, du coup, je reçois, une tape à faire d'Abderrahmane Sissako Mmh mh. et je sens qu'en fait, ce qui est demandé, en fait, c'est limite, ils veulent une femme qui vient, d'Afrique subsaharienne, mais genre, qui vient du terre-terre de là-bas. Je le sens et parce que tu commences à avoir du pif à force de recevoir des essais et là, je me dis: «Oh non, je vais encore m'impliquer de ouf, je vais taffer». En plus, on n'est pas payé pour tu taffes, tu C'est t'impliques ça, dans un ouais. casting, tu es jamais rémunéré pour ça. Ce qui est quand même pas cool, mais hem on respecte pas tout ce temps de travail des artistes-interprètes, je trouve aussi, en amont, Mmh mh. pour le choix. Et alors, je me dis: «Allez, je le fais quand même, c'est Abderrahmane Sissako». Moi, je suis vraiment fan, du type, quoi. C'est un réalisateur, en fait, dans mes rêves comme ça un peu cachés, je me disais: «Purée, si je fais ça dans ma vie, là, si je m'arrête à ça, je suis bien». Bon, donc je fais ça, je me dis: «Ouais, franchement, c'est une mauvaise blague de la vie encore, ça se fait pas» parce que je sais qu'il veut je sens qu'il veut une femme subsaharienne. Ce qui était quand même son désir à la base, tu vois? Donc j'avais eu le bon pif. Mais je fais la tape où en fait, il est demandé de faire genre, tu sers du thé, je sais pas quoi, un truc que tu je le fais. Il demande de parler, dans des langues que tu connais plus ou moins. Donc je parle, à la fois en français, en espagnol, en anglais, et puis voilà. Voilà, tu vois? Je me présente, en espagnol, en anglais, je fais mon petit truc et je sais plus, bah, on me rappelle et je suis là, je fais: «What? On me rappelle pour ça?» Je dis tu sais, c'est un truc quand même fou qu'on me demande. J'ai pas de Mmh mh. texte, j'ai juste servi un J'étais semblant de truc, tout doucement, heu et on me rappelle et là, j'ai un casting, mais alors franchement, tu vois, le callback du truc, j'ai toujours pas de texte. Je sais même pas c'est quoi l'histoire. Je sais même pas c'est quoi l'histoire. Ça, c'est Abderrahmane Sissako. Il adore les choses, tu voilà, les surprises. Et donc avec Elsa Pharaon, une directrice de casting Mmh incroyable, mh. et ben écoute, elle me pose des questions sur ce qu'elle me raconte elle, du film. Elle me raconte quelque chose du film, Ouais. ce qu'elle se souvient du scénario, machin et moi je lui dis ce que j'en pense. Donc ça, c'est la première partie du casting et ensuite on fait une impro, parce que voilà, tout ce que je savais, c'est que j'étais une nana qui quittait, une femme ivoirienne qui quitte la Côte d'Ivoire du jour au lendemain, Mmh mh. avant de dire oui, non à son mariage pour la Chine. Donc après on fait une impro en mode j'hésite, je ne sais pas, voilà, je sais pas, je fais le truc Ouais. et avant ça, donc elle me pose plein de questions. Mais toi, donc si tu étais une femme ivoirienne, machin», je lui dis: «Mais j'en sais rien, purée». Mais je lui dis: «Mais en plus moi je suis une femme queer, genre je suis née en France, moi Mmh mh. après j'ai fêté mon bac dans le Marais», tu vois? Genre, je sais pas de quoi on parle. Une femme, l'existence des femmes de là-bas c'est très genré homme-femme. Mmh mh. Mais alors moi je suis la limite du non-binarisme quoi, donc je suis à la limite de ça. Donc il y a un endroit où je suis là, je fais: «Quoi? Elle vit à travers le regard d'un homme qui quin 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 et puis le poids de la famille». Donc je lui dis: «Mais moi déjà,
Je comprends pas pourquoi cette nana-là, elle quitte la Côte d'Ivoire pour la Chine, elle est folle. Je dis, c'est les plus racistes au monde. Je lui dis, et puis d'où elle sort l'argent? Je lui dis, elle vient de quel genre de famille? Du Ouais, jour au lendemain, c'est la Chine. Je dis, je comprends pas. Je comprends pas. Donc moi, je m'exprime comme ça lors du casting. Je lui dis, OK, cette femme-là, pour moi, elle est dingue. Moi, je ferai jamais un truc comme ça. Au pire de la Côte d'Ivoire, je sais pas, le pire, c'est, tu tentes le Nigeria, allez, Ghana, voilà, c'est anglophone, c'est ça. c'est déjà des paysans, tu vois, en Mmh. réalité. Et puis tu peux te construire, machin. Moi, je lui dis ça. Et écoute, et en lui parlant vers la fin, je lui dis: «Waouh, c'est bizarre, j'étais trop». Des fois en casting, j'ai trop peur parce que je suis trop sans filtre et c'est pas forcément bon. Moi, Mmh. en règle générale, on conseille le contraire d'ailleurs. Là, j'étais juste moi et je lui dis: «Elsa, j'ai pas juste trop répondu naturellement aux questions». Elle me dit: «Je sais pas». Et écoute, c'est fou parce qu'en fait, Abderrahmane a adoré ça. D'accord. Je dois dire, Abderrahmane Sissako a adoré ce qu'il a vu et il a vu la femme en moi, la femme cisgenre, il a vu ça en moi. Il a vu une femme aventureuse, il a vu la guerrière, il a vu quelque chose et il a Ouais, vu ma vulnérabilité. Et là, j'ai dit, non, mais il y a des vrais réalisateurs dans ce monde, il y a des gens qui ont une intuition, un vrai truc. c'est Parce clair. que je pensais pas que ça m'arriverait un jour qu'on me voit vraiment. Mmh. Parce que souvent, tu passes un casting et les gens s'attachent juste à la première impression, quoi. À Mmh. juste ce que tu renvoies physiquement comme ça, de prime abord. Et lui, purée, il a senti et je me suis dit, et puis il m'a choisi. Et je fais waouh, chose qu'il faut pas faire. Je venais d'arriver dans une nouvelle ville. J'ai mal calculé mon temps de trajet. Ouais. Et moi, j'ai toujours un fond de dépression en moi. Donc j'étais dans une phase, j'étais déphasée. J'ai mis 1 heure de retard dans les gens là-bas là. Donc, Donc, au moment où Abderrahmane Sissako, lui, il est sûr de son choix, on Ouais. le mélange un peu. On lui dit, la go, elle a mis 1 heure d'heure. Je ne sais pas si elle est fiable. Jésus. Et Abderrahmane, il dit, mais si, c'est bon, ça peut arriver à tout le monde. Vous savez pas ce qu'elle a vécu, Bien tout ça. sûr. Et quand il me dit ça, je lui dis, Abderrahmane, merci. Je lui dis, ouais, j'étais dans un truc de dépression, là encore. Parce que des fois, j'ai des phases de dépression. Mmh. Et j'en parle parce qu'en fait, c'est des choses dont il faut parler. Je pense que c'est pas si fou que ça. Beaucoup de gens ont des phases. J'étais pas loin du bord du suicide, mais juste que j'ai des phases sombres. Et du coup, ça a fait que j'arrivais pas à quitter chez moi. Et puis ensuite, pour arriver à Montreuil, là-bas, là, des fois, en fonction d'où tu te trouves, Montreuil, c'est le bout du monde, hein. C'est ça. Donc 1 heure de retard, mais j'ai fait le job et écoute, Abderrahmane a vu ça chez moi, il a vu qui j'étais, il a vu ce que je pouvais apporter et à aucun moment il a douté de moi. Et moi qui doute énormément, franchement, je sais pas, ce qui m'a renvoyé m'a permis de me dire: «OK, je peux le faire, je vais me bagarrer. Je vais composer un personnage, mais je vais tout donner. Je vais taffer mon chinois» parce que du coup, il a fallu que j'apprenne le mandarin, en tout cas les Ouais, ouais. bases et tout. Tout mon texte est en mandarin et bon, à un moment donné, je me suis dit: «Mais il est un peu fou lui. Là, je peut-être qu'il a fait le mauvais pari», parce que au bout d'un moment, 3 non 2 mois, 1 mois avant le tournage, je fais: «Purée, c'est pas possible. Je vais jamais y arriver». Mais j'avais quand même une coach. Donc OK. pendant 5 mois, 1 à 2 fois par semaine comme ça, on bossait un peu le texte. Mais il a fallu qu'elle m'apprenne quand même pendant 2 mois les bases du mandarin Mmh. pour que je puisse avoir les bonnes intonations, pour que je me sente à l'aise, avec le texte et surtout pour moi, le plus important ensuite, les émotions, quoi. Mmh. Donc écoute, ouais, j'ai bossé comme une dingue. Le mandarin, le personnage qui est loin de ma personnalité. Il y a des moments où je disais: «Aïe, purée, allez, allez, vas-y, c'est bon, énerve-toi là, c'est pas possible C'est là». ça. Et non, il y a des moments où j'ai sur le tournage, j'étais là: «Abderrahmane, tu veux pas que je quand même, le gars là, c'est n'importe quoi là. Aïe, il lui arrive vraiment, on lui fait que du sale, de bout en bout. Ouais. Elle est martyrisée la meuf quoi. Il me dit: «Non, non, c'est comme ça, c'est aussi ça, tu vois, Aya, elle est» parce qu'il a cette voix comme ça, il parle comme ça. Il est très doux, il a une façon de parler qui t'amène à vraiment te recentrer tout ça. Donc il me dit: «Non, Aya, sa force, elle, sa puissance, c'est la vulnérabilité. C'est pas quelqu'un
qui exprime, sa colère de cette façon, Mmh. mais par contre, elle l'exprime et donc ça m'a énormément apporté aussi, de me dire: «OK, en fait, on peut exprimer une rage profonde différemment que par, Mmh. la rage, quoi». Bien sûr, Ce ouais. qui est plus ma personnalité, ce qui est plus en lien avec qui je suis, c'est: «Ah! Pas possible!» Là, Aya, Elle est zen, ça n'a ouais. rien à voir. Ouais, ça m'a beaucoup apporté, à moi aussi, dans ma vie, de porter ce personnage, en fait. De vivre, ma colère différemment. Et les retours du public, parce que ça a quand même été bien accueilli ce film et tout, qu'est-ce que ça te faisait toi tout ça? Alors moi, ça m'a fait énormément de bien parce que quand même, moi, à la base, j'étais quand même beaucoup plus en télé. J'avais eu des rôles, comme ça un peu au cinéma, tu vois? Mais, je crois que l'un des rôles au cinéma, dans lequel j'étais plus longtemps, c'était dans, Les Affamés, tu vois? De Léa Fredval, Mmh. où je suis sur l'affiche, machin, mais, là, j'ai le rôle principal. Waouh! Et avec un énorme challenge, c'est-à-dire des robes et des talons là, matin, midi et soir, des cheveux. Moi, je suis beaucoup plus sur roots, limite, je peine pas à mes cheveux. Mmh. J'étais brossée tous les jours. Je en pleurais et puis le maquillage, les robes, les escarpins. Puis en plus, j'ai une démarche un peu de cow-boy que j'ai essayé de travailler le plus possible pour ramener ça à quelque chose de plus féminin. Bon, Mmh. donc moi, j'ai observé mon travail, mais j'ai scruté tous les défauts, tous les trucs. Donc je sais le taf que j'ai fait, je sais ce que j'ai encore à accomplir pour, ah non, j'ai envie de réussir à faire la femme cis parfaite là, qui est détendue des épaules, les hanches qui tu vois? J'ai Oui. hâte. Pour moi, c'est vraiment, pour moi, c'est limite un déguisement. Être une femme cis, c'est un déguisement. L'homme cis, tous ces extrêmes, pour moi, c'est des déguisements. Donc je m'éclate quand je vais dans ces extrêmes-là. Donc j'ai hâte d'un autre rôle où je vais, pouvoir aller dans un extrême encore plus, du féminin pour Mmh. réussir à casser ces épaules qui sont toujours prêtes à se bagarrer là. Mais en tout cas, j'ai digressé encore, mais écoute, les retours m'ont nourrie de dingue. Quand j'ai des coups de mou, j'ai fait des captures d'écran, des retours positifs Trop et je bien. vois les retours et je fais: «Ouais, ouais, ouais Nina, ouais! Ce casting-là, tu as été naze, tu étais dissociée, tu comprenais rien de ce qu'on disait, mais c'est bon, c'est pas grave, regarde, tu sais faire le job». J'ai eu des retours incroyables et les retours de fou que j'ai eus, c'était, l'an dernier, on a fait un festival, à Londres Mmh. et là, de tous les âges, j'ai eu des femmes et des hommes, mais les messages les retours de jeunes femmes et de femmes plus âgées, c'était: «Purée, ce genre de femme, hem, africaine, belle, sensible et tout, on n'en voit jamais. Ça fait du bien que ton personnage représente ça. Ouf!» J'étais là en mode: «Ouais, waouh, merci la vie, quoi. Merci la vie», parce que c'est vrai que moi-même, j'ai pas eu ce genre de représentation plus jeune, tu vois? Mmh. Et finalement, je suis là et j'incarne des rôles qui sont des représentations pour d'autres personnes, et Bien même sûr. des femmes c'était une femme en béquille de 80 ans qui m'a dit: «Ouais, on a des Beyoncé, c'est bon Beyoncé. Voilà, les Aya comme toi, comme le personnage que tu incarnes. À un moment donné, c'est ça la réalité, c'est pas, les Beyoncé, c'est toi, c'est ce personnage que tu as incarné. On en a besoin». Et j'étais là en mode: «Oh, calmez-vous mesdames», mais parce que c'était C'est beaucoup fort. pour moi, genre, Ouais, ouais. je lui dis: «Tu mais elle a dit Beyoncé, puis après elle dit moi». Mais j'étais, emplie d'une grande fierté à ce moment-là et surtout, tu sais, de d'un travail accompli à un endroit plus grand. Mmh. J'ai incarné un rôle, mais maintenant il y a un message qui me dépasse maintenant et c'est ça qui est le plus beau. Il y a des femmes, je me rappelle d'une jeune femme, métisse, mixte qui vient me voir et qui me dit que elle avait les larmes aux yeux et tout, et elle me dit que le personnage l'a chamboulée à cet endroit justement de personnage si nuancé dans la façon de vivre ses émotions et puis cette beauté, parce que le film est très esthétique autour de ce personnage et on Mmh. le voit très rarement. On le voit très rarement et enfin voilà, c'était une fille de, je sais pas, elle avait 16-17, aspirante comédienne et tout. J'étais là en mode, et en plus les anglo-saxons sont très expressifs. Bien Ils sûr, ont vraiment toujours. pas peur de dire, «Waouh, ce que tu m'as donné, ton travail». Ils étaient très, spécifiques dans leur retour en plus.
il y avait aussi des comédiennes qui me disaient: «Ouais, franchement, ce que tu as travaillé, j'ai vu toutes les nuances de composition de ton personnage et c'est fou ce que tu as fait, quoi» et d'être reconnue à ce point-là, que ce soit sur le plan pro et par les spectateurs là, Mmh. c'est nourrissant, ça m'a comblée. Je crois que ça m'a renforcée à un endroit. Parce qu'il y a des victoires comme ça, mais il y a des moments, je veux dire, c'est pas mal de castings que voilà, pour lesquels je suis pas choisie. Des fois, j'ai Mmh. réussi, puis, la majeure partie, je les foire parce que Mmh. je suis jamais à l'aise en casting et quand tu as des réussites comme ça et surtout ce genre de retour et en plus, tu vois, c'est un film qui continue encore de faire des festivals, qui continue d'être diffusé, d'être projeté encore aujourd'hui. Mmh. Donc la vie de ce film, elle est longue donc encore aujourd'hui, j'ai des retours parfois et tout et c'est beau l'impact qu'un tel personnage peut avoir. Bien sûr, ouais, et il y a eu des nominations aussi, non, si je me rappelle bien et tout, ouais? Écoute, le film a été, nominé, au Festival de Berlin, Mmh. ce qui était pour moi c'était mon premier gros festival, incroyable. Ouais. J'ai sorti le grand jeu. Là, j'étais à l'heure de mon rendez-vous. Ah ouais, j'avais engagé ah mince, pardon, là j'ai perdu les noms, mais enfin bref, j'ai fait tout un taf, stylisme, les photos, Ah ouais. j'ai sorti les sous, j'ai tout fait bien. Le festival, c'était un truc de dingue. Berlin, ils blaguent pas, purée, il y avait 2000 personnes à l'avant-première, c'était, Ah ouais. incroyable. J'ai fait la première fois de ma vie tournée d'interviews. Mmh. Donc, il fallait que je me canalise parce que moi, j'ai une personnalité un peu explosive. Donc là, canalise-toi, Nina, réponds aux questions, pars pas dans tous les sens. C'était génial. Et puis, accompagné d'Abderrahmane qui, lui, est très, tu vois, il est pas fou comme moi. C'est vraiment un homme avec Ouais. un standing, une classe naturelle. OK. Et j'ai énormément appris. Et ensuite, ben, cette nomination, en tant que, révélation au Bien César. sûr, ouais. Donc là, ça c'était, j'étais trop contente, j'étais contente, mais après mon ego, surdimensionné malgré le manque de confiance, ce qui est assez paradoxal. Et que c'est clair. J'étais là en mode révélation, mais vous avez vu le taf que j'ai fait? Je suis traumatisée du mandarin, je me suis totalement métamorphosée. Là, c'est nomination les meilleures comédiennes là. Qu'est-ce que vous m'avez fait? Donc mais en tout cas, voilà, j'étais très contente d'être nominée, puis ça a Mmh. été un super beau parcours. J'ai rencontré, d'autres comédiens, comédiennes incroyables pendant, la préparation du court métrage là, des révélations. Mmh. Il y a aussi le comment on appelle ça? Je sais pas, le Le dîner, je sais dîner, pas ouais, quoi, ouais, là, ouais, c'est c'est ça, ouais. que les trucs qui me font trop flipper. C'était flippant, j'avais le cœur qui battait comme ça, j'étais là en mode: «Mais Ouais. eux, ils sont tous à l'aise, ils ont l'habitude des mondanités, mais moi j'étais flippée, j'avais conscience quand même que j'étais au César là, C'est clair. mais heureusement que j'avais choisi Jean-Pascal Zadi comme parrain, Ouais, ce que j'allais demander, le ouais. meilleur des parrains. La classe. Vraiment, il m'a soutenue, j'ai choisi le meilleur des parrains. En plus, un humour de dingue, il m'a Mmh. fait passer, ce moment-là du j'oublierai pas, quoi. Parce que ça se trouve, c'est la dernière fois de ma vie que je vis ça, tu vois? Ouais, Donc je suis contente parce que ça a été mémorable. Je me suis bien, fêtée. ouais. J'ai vraiment bien, je me suis rendue hommage comme il faut. Est-ce que Franchement, c'était un sacré c'était ton moment, hein. premier choix, Jean-Pascal, ou tu as eu d'autres choix, ou des gens qui t'ont dit: Mais «Non, mais ça je». va pas, tu crois que je vais te dire ça? Non, mais c'est pas très enfin! Ouais, je suis spontanée, mais quand même. Non, Jean-Pascal Zadi, quoi. Quel genre de question ça? Non, moi je croyais que t'étais mon pote. Tu de me piéger. Waouh! Non, 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 j'oublierai jamais. J'oublierai jamais. Toi, t'es non, d'origine ivoirienne, t'aimes les polémiques et les choses là? non, C'est quoi congolais, ça? congolais. Oui, bon, c'est pareil, c'est pareil. Les polémiques, tu voulais me mettre dans des polémiques. Non, pas du tout. Tu sais pourquoi je te pose la question? Parce que j'avais reçu, Ouais, Lucie Charles-Alfred, et ouais. elle avait des choix, en fait. Elle avait demandé Omar Sy, il était pas là, il était pas disponible, et du coup, elle a eu un second choix, donc c'est pour ça que j'étais curieux de savoir quels étaient tes choix. Si j'étais marraine, j'aimerais être le premier choix. Je détesterais que quelqu'un vienne dire oui, non, en fait, avant ça, j'ai vu beaucoup plus grand. Et puis après, non. Non, j'ai mon choix là, Jean-Pascal Zadi. En plus, c'est un Ivoirien bété là, comme moi. Même si je suis mélangée, il y a du Djoula, du bété, le Burkina Faso, tout ça. Mais non, c'est le meilleur des parrains. Là, on était en famille, quoi. En plus, je suis trop fière de sa réussite et il incarne vraiment Bien sûr, ouais. ce que je souhaiterais.
réaliser dans ma vie, tu sais, genre comédienne, Mmh. lauréat, prod. Ah, c'est parfait. Non, non, c'est clair, même juste le fait de se retrouver là, parce que toi, tout à l'heure, tu parlais du syndrome de l'imposteur, être à ce dîner mondain avec tous ces personnes reconnues et cetera et tout. Est-ce Ouais. que tu disais: «Est-ce que je suis à ma place?» Ça se passait comment? Ouais. Écoute, il y a une partie de moi, c'est toujours paradoxal. Il y a une partie de moi, qui depuis que j'ai commencé, de la même façon que j'ai fait ce message vocal à Stéphane en lui disant: «Écoute, moi, je sais ce que je peux t'apporter», tu vois? Parce que même si j'ai encore rien fait dans ma vie, je suis une ouf, je suis trop fort. Bah, il y a encore cet ado en moi et donc franchement, à ce dîner, je savais que moi, j'ai conscience du taf que j'ai fait pour ce personnage, en fait. OK. Donc je sais que j'étais à ma place. Par contre, moi, je suis une sorte de grizzly. Je suis chez moi, je sors pas de chez moi. Je taffe. Après des fois, je suis avec, ma personne à la maison. Je mets mon petit cercle d'amis là, vraiment, Mmh. et même mon cercle d'amis, si c'est pas, ma personne, qui fait: «Non, viens, faut qu'on sociabilise», franchement, je vois personne. Je fais même pas, les avant-premières, tout ça, je ne vais nulle part. OK. Je Donc c'est pour dire qu'en fait, moi, je me sentais totalement à ma place au César, mais par contre, le fait, de me confronter à ces nouvelles personnes et puis surtout, tu pas toi-même dans les mondanités là, de ce genre. Tu pas toi-même. Donc moi, j'ai pas rencontré vraiment des humains, j'ai rencontré des gens qui étaient là, Ouais. en train de, tu vois, les seins à l'air ou le maquillage, tout est maquillé, la personnalité Mmh. et le corps, tout est maquillé. Mais moi, j'ai pas l'habitude d'être dans un personnage dans la vraie vie, tu vois? Dans la vraie vie, je suis juste moi. Et je me rends compte que je suis dans un, et là, tu es au César, mais tout le monde est dans un eux, ils savent il faut pas qu'ils se fatiguent à être eux-mêmes dans ce genre de moment. Il y a que moi qui veux me fatiguer à avoir des vrais échanges. Bon, et c'était ça qui était, perturbant pour moi, c'est que j'ai trop une personnalité à vouloir être, moi-même. Mmh. Et en fait, c'est des moments où tu bois un verre, tu es comme ça, quoi. C'est pas genre: «Ouais, alors, en ce moment, comment tu te sens?» Il y a pas de «comment tu te sens», c'est, prends les photos, on est Ouais, superficiel c'est ça, ouais. et on rentre. Donc c'est ça qui était impressionnant pour moi, tu vois, en fait. Et tu es resté Et puis jusqu'au bout de après, il la y avait soirée? mais oui, grave, je suis restée jusqu'au bout. Les retardataires qui avaient un peu bu, là, on est partis faire une sorte, enfin de karaoké. Pas moi, Ouais. vu que en fait, je suis quelqu'un de, même si je suis expansif, je suis quelqu'un de dépressif à fond, c'est pas drôle. OK. Donc je les ai laissés chanter, gna gna gna, et j'étais là en mode: «OK, on a fini la soirée, je me casse les gars, c'est bon, j'ai tout donné, j'ai assez vu tout le monde». J'ai fait le taf jusqu'au bout, Ouais. mais symboliquement, je tenais, en fait, comme je sais que, c'est des moments peut-être uniques dans une vie, Mmh. je voulais, rester jusqu'au bout et voilà. Je suis contente, tu vois, de j'ai vécu à fond ce moment. Garde un super souvenir. Grave, ouais. C'est cool. Ouais, Si maintenant on parlait un peu de ton côté, réalisatrice, transmission, écriture et cetera. Tu as un projet que tu es en train de développer en ce moment, Elphase, donc j'imagine le titre vient un peu ouais. de tout ce qu'on a parlé un peu? Écoute, moi, ouais, carrément. Moi, j'ai 2 projets. J'ai un projet de documentaire qu'on est en train d'écrire ensemble avec, mon amie c'est une femme qui est en réflexion, OK. heu, sur son identité de genre en ce moment. Bah, je tiens à le dire parce que je suis une personne queer et des fois je le dis, puis c'est comme si c'était un truc, pas entendable. OK. Ce n'est jamais, retenu. Oui, queer. Je suis sûre qu'il y a plein de gens qui vont l'entendre et ils vont faire: «Ils vont pas le retenir». Je sais pas, on dirait il y a écrit hétéro là. Non, non, voilà, ça suffit maintenant. OK. Mais, on va dire que voilà, je suis sur ce documentaire-là avec, elle. Mmh. Chloé, voilà, je vais dire Chloé. On écrit ce documentaire depuis de nombreuses années et en fait, qui est assez c'est un film simple mais complexe parce qu'on est sur la relation, chacune avec nos parents. Moi, ma mère, qui est donc née en Côte d'Ivoire et qui a un énorme problème avec, ma relation homosexuelle, Mmh. hem et elle, son on part en fait de notre couple pour aller chacune, vers la relation avec son parent. Donc moi, ma mère et elle vers son père. Parce qu'elle a une relation, assez intense, complexe avec son père qui l'a laissée au Congo quand elle était, enfant. Donc elle a vécu cet abandon et donc chacune, en fait, on part de notre couple et de ce qui fait, nos personnalités et nos blessures pour aller à la rencontre de notre parent Mmh. et on va questionner l'histoire de notre parent.
comment était notre enfant notre parent enfant, d'ailleurs le lapsus est assez drôle. Comment était notre parent enfant? Quelle relation, notre parent avait avec ses propres parents et comment ce parent a été adolescent, machin, l'école. Comment, ce parent a évolué dans la vie et ces moments de vie qui font en fait, la personne, que le parent est aujourd'hui avec nous. Donc on fait les liens entre nos vies, nos individualités Mmh. et notre relation avec notre parent. Donc là, on est accompagné par 2 productions. Un jour, on va réussir à finir ce film, mais le processus est chargé, ça nous permet d'évoluer. Rien que le processus d'écriture nous pousse à nous poser énormément de questions sur qui on est, en tant qu'adulte, notre enfance et qu'est-ce qu'on veut transmettre en fait justement. Hem, donc voilà, on a ce projet-là et moi j'ai ce projet d'Elphase donc. Elphase, Ouais. c'est une stand-uppeuse comme ça donc vraiment c'est moi en fait, une petite stand-uppeuse qui se raconte sur scène, Mmh. qui raconte ses déboires, de casting, ses déboires familiaux justement avec une mère qui a un comportement très homophobe. Mmh. Mais c'est toujours, des situations rocambolesques, que ce soit des moments de racisme ou quoi, mais tournés en dérision. Mmh. J'utilise l'absurde pour raconter tout ça et donc on a ce personnage Mani qui est sur scène, qui est comme ça exubérante et qui se livre. Mmh. Parfois elle omet des petits pans de réalité, c'est comme ce coming out qu'elle va raconter, comme si elle avait vraiment réussi à confronter sa mère et à lui dire: «Ouais, tu sais quoi? Je suis lesbienne». Mmh. Et en fait, on se rend compte un peu plus tard au fur et à mesure des épisodes qu'elle a raconté un truc, mais qu'elle a pas réussi réellement à faire ce coming out et surtout que sa mère l'a jetée dehors. Mmh. Hem, mais tu vois, il y a ce récit qu'elle raconte sur scène et il y a un paradoxe aussi parfois avec, le récit en images, tu vois? Il y a ce jeu entre, ce qui est vécu sur scène qu'elle partage avec un public et ce qu'elle vit sur scène, ce qui est elle raconte, ce qui est vu, donc ce que j'appelle ce récit en images. Donc il y a ce projet-là que je suis en train de développer. Tu vois, j'ai eu une bourse Adami déclencheur, Mmh. parce que je suis allée le pitcher au Jamel Comedy Club avec, talent en cours. Donc vraiment chouette et puis flippant pour moi parce que j'étais plus sûre de continuer ce projet parce que, en fait, c'est des longs parcours, hein, finalement, l'écriture et la réalisation. Mmh. C'est pas 1 an ou 2, ça peut être largement plus. Donc c'est une course de fond, il faut, on va dire, s'accrocher quoi, à son projet et tenir bon et se dire: «OK». Mais moi, en fait, ce qui me fait tenir bon jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'il y a des messages très forts. Des messages que j'aurais aimé entendre quand j'étais plus jeune, Mmh. cette, femme queer que j'incarne là et Bien que j'ai sûr. écrit. J'aurais tellement aimé avoir cet exemple-là. Parce que dans nos familles, elles sont complexes, tu vois? C'est des choses, ma mère, ouais, certes, elle aime pas les relations, comme dit, moi j'aime bien dire, comment elle s attends, hem, je conjugue mes amours au féminin et OK. attends, je vais te chercher le nom, Miguel, Ouais. Miguel Montlouis Félicité qui dit ça. Je conjugue mes amours au féminin et ça, je peux avoir une mère qui accepte pas ou un père qui n'accepte pas, Mmh. mais il m'aime quand même, tu vois? Bien sûr, Il ouais. m'aime à condition et en même temps, c'est complexe. Il y a pas un rejet non plus total, mais qu'est-ce que ce rejet tu vois, ce genre de, on me tolère, mais on m'accepte pas totalement comme je suis. Qu'est-ce que ça fait, de moi aujourd'hui en tant qu'adulte, tu Mmh. vois? Comment je m'impose dans une société qui est déjà, qui pose déjà un regard assez complexe sur moi rien que pour mon apparence et ensuite dans le champ familial, le soutien est là, mais mitigé parce que tu es pas dans la norme, même au sein familial. Donc c'est des situations que beaucoup de gens rencontrent en France mais qui ne sont pas montrés en fiction. Donc finalement, dans mon militantisme d'artiste là, je me bats pour que ce genre de récit existe. Donc c'est pour ça que j'ai pas encore abandonné parce que franchement c'est, Mmh. c'est barbare. Non, non, c'est fort, c'est tout à ton honneur parce que même quand tu parles de j'y ai pensé, je me suis dit: «Mais toi et moi, on est issus de communautés où ce genre de c'est tabou, en fait», tu vois? C'est Ouais. tabou d'en parler, c'est tabou de dire qu'on est queer et cetera. Donc je me disais: «Mais comment tu devais vivre Ouais. ça au quotidien avec ton entourage», tu vois? Bah écoute, moi j'ai une personnalité, moi je m'impose un peu. Je suis tranquille comme ça, hein, mais tu vois, je fais pas trop de compromis.
Il faut me prendre comme je suis, mais en plus, c'est une question de survie aussi. C'est une question, à un moment donné, de vie ou de mort, hein. Au niveau de mes valeurs, je ne peux pas me cacher à ce point-là. Tu vois? Je peux tolérer ton intolérance, OK, allez, parce que tu as ton chemin, d'évolution aussi. Je peux pas te forcer à me prendre exactement telle que je suis. Tu as tes limites, mais par contre, il y a un minimum de respect. Tu vois? Je bénéficie de ce minimum de respect, même voire plus. J'ai beaucoup d'amour dans ma famille. Ma mère m'aime, j'aime ma mère, mais genre, on a une relation fusionnelle et tout. Après, voilà, tu vois? C'est pour ça que dans ce documentaire me permet de me dire: En vrai, est-ce quoi, je vais la forcer à accepter, le fait que moi je conjugue mes amours au féminin?» Mais en réalité, elle a baigné dans une, culture qui est totalement différente que la mienne. Hem, la psychologue, de Chloé, mon amie, disait: «Et vous êtes limite une autre ethnie, quoi. Vous représentez limite une autre ethnie que vos parents, tellement que vous avez une culture différente». On a des cultures totalement différentes. Alors certes, hem, notre origine vraiment émane d'eux, Mmh mh. mais alors la continuité de vie entre l'éducation, française, ensuite moi la culture queer et ensuite juste le fait que je sois une femme, qui me représente d'une certaine façon, il y a un gap, mais irrattrapable en fait, c'est même pas possible. Par contre, ce qu'elle ne peut pas faire, parce qu'elle a ses limites, moi Mmh. je peux le faire. Je peux aller vers ma mère et me dire: «En fait attends, c'est quoi le personnage de ta vie? C'est qui?» Parce que je vois aussi la vie comme ça, on est tous un personnage, Mmh. on est tous les stars de nos vies et ma mère, c'est la star déjà, c'est une star de ouf dans ma vie, c'est ma Bien sûr. star et puis c'est la star de sa vie aussi et je me dis: «Ben, OK, qui elle est en fait?» Ça m'a amenée à vouloir savoir et avoir besoin de savoir qui elle est. Donc tu vois l'artistique, il y a un endroit qui est très nourrissant et ça me guérit aussi, tu vois? J'ai beaucoup moins de colère, même vis-à-vis de mes parents parce que je vois à quel endroit ils sont limités aussi Mmh. et j'accepte, tu vois? Moi je les aime de façon, inconditionnelle. Il y a un endroit où c'est fou quand même, hein. Je me récupère un parent intérieur, en fait, où je me dis: «En fait, moi je suis capable». De tolérer, quelque chose qui en fait n'est pas forcément tolérable, d'être plus ou moins aimé à condition. Mais moi je fais le choix de oui, d'accepter ça et parce que j'ai besoin de cette relation et parce Mmh. que je l'aime énormément et que ma mère, c'est une femme, qui a un parcours de vie mais je suis fan d'elle. Elle a vécu, des souffrances incroyables et c'est une femme qui a réussi à garder de l'amour en elle malgré tout et qui a encore des rêves, qui a une force, une puissance, de renouvellement, c'est vraiment un exemple, pour moi à cet endroit-là. Voilà, je sais Qu'est-ce que pas tu si dirais, j'ai clarifié que encore là. tu aimes le plus? Derrière la caméra ou devant la caméra, en fait? Et j'aime les 2 et c'est fou parce que du coup, moi qui ai un problème, comme je suis un peu dissociée, comme je disais et que des fois je me barre dans ma tête et tout, jouer, c'est difficile pour moi parce qu'en fait, pour jouer, il faut être présent, tu vois? Mmh Genre, mh. faut être vraiment là. Mais moi, des fois, je peux être jouée, je peux être, je peux paraître, je peux donner l'impression d'être là, mais je suis pas là du tout. Je me barre. Heureusement, de plus en plus, j'arrive à donner le change, donc tu peux non, mais il y a des trucs, des plans de séquence où la meuf, elle est là et là-bas, mais j'arrive à canaliser assez pour être un minimum présente et de plus en plus, enfin voilà, je m'améliore. Mmh. Mais pour moi, jouer, c'est compliqué parce que j'ai beaucoup de blessures qui font que j'ai encore un taux d'anxiété, énorme, mais du coup, ça me soigne de jouer, et quand je vois ce que ça apporte aux autres aussi, finalement, je sais pas comment dire, une vocation quoi. Mmh. Auteur réa, bizarrement, tu vois, c'est plus simple pour moi. Réaliser, c'est plus simple pour moi parce que être avec une équipe technique, en tant que comédienne, j'ai toujours aimé, j'étais beaucoup plus avec, l'équipe technique que les autres comédiens, tu vois? Ce qui est assez fou et moi, je vais passer des heures à parler avec, le chef op, la déco, la régie pour comprendre qui ils sont, qu'est-ce qui se passe. J'ai toujours aimé ça, même le réalisateur, savoir aussi comment ça se passe chez le réa, quelle charge il porte et j'étais là en mode: «Un réa, ça porte énormément». En tout cas, quand tu te professionnalises et que tu dois parler à toutes les équipes, que ce soit les comédiens, l'équipe technique, prod, diffuseur, un ami. Moi, j'ai vu par exemple Abderrahmane Sissako à son level, mais c'est un boss. Mmh. On se rend pas compte qu'il y a une dynamique même aussi politique à un moment donné quand tu es réa en fonction de ton niveau.
et et des lieux où tu travailles. Sur le tournage en Côte d'Ivoire, tu as le 1er ministre qui est passé, le la ministre de la culture Ah oui. et faut donner le change, il faut, en plein milieu du tournage bien sûr, il faut donner le change, il faut faire ce qu'il faut et donc auteur-réal en fait, c'est pas juste tu fais un film, hein, c'est tu dois gérer le relationnel et puis, quand tu es pas connu là, la partie auteur, la partie réal, je trouve que c'est moi j'adore ça parce que je suis cérébrale, j'aime bien penser en amont longtemps, une esthétique et tout, donc ça c'est quelque chose, que je trouve moins compliqué que comédienne pour le coup. Je me Mmh. mets moins en danger, je trouve. Pour d'autres gens, c'est l'inverse, mais pour moi, c'est tout le contraire et par contre, la partie auteur, elle est difficile pour moi parce que j'ai toujours du mal à me canaliser encore. Tu as vu, je pars dans tous les sens. J'ai une pensée foisonnante, donc c'est cool quand je suis en train d'écrire le scénario parce que je peux donner une direction à cette créativité et j'en ai à revendre, tu vois? Vraiment là, je sais pas, j'ai vraiment beaucoup d'idées, beaucoup de choses à raconter. Mais par contre, la partie, écriture de dossier là, oh purée, Le montage, tout ça, ouais. mon Dieu, non mais Patrick, si on m'avait dit, c'est presque de la torture. C'est près combien de fois il faut dire les choses, il faut c'est mais en fait, si tu es pas connu, si tu es pas, quelqu'un là, Mmh. on te saoule sur, la rédaction du dossier. Mais une fois que tu es connu là, hein, tu mets gna 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 sur ton dossier, tu as tous les financements, c'est tout est bon. Mais si tu es pas connu, il faut que tout soit clair et explicité plus, 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 plus. Ça me saoule. Ça me rend dingue. J'ai l'impression d'être à l'école, j'étais naze à l'école, j'ai l'impression qu'il y a une maîtresse ou un maître invisible qui est en train de me dire: «Tu es nul, tu es nul, tu es nul». Donc un truc que je pourrais faire en une semaine, bah, je vais mettre, 3 ans ou je sais pas quoi, Ouais, ouais. parce que, c'est trop dur pour moi, tu vois? Je pourrais en pleurer, c'est une galère. La rédaction de dossier, on n'en parle pas assez, c'est une galère. Et Et si puis on parlait ensuite de ton côté coach, tu dirais quoi? Quel genre de coach, tu avec tes élèves? mais attends, tu sais quoi? Pour te dire vite fait, moi, mon activité de coach, c'est vraiment accompagner l'artiste et interprète à se rendre compte du marché dans lequel, il est, en fait. Mmh. C'est, tout un ensemble. Moi, je prends la personne dans son ensemble et je lui dis: «En fait, ce métier-là, tu le vois tu te projettes sur toute la vie», parce que c'est un métier que tu peux faire jusqu'à 80 ans, jusqu'à tes derniers jours, quoi, Mmh. jusqu'à ton dernier souffle et moi, c'est comme ça que je vois ma vie d'artiste et interprète. Avec la canne et tout, je continuerai à jouer si je peux, tu vois? Et donc en fait, c'est, amener une conscience, dans ça, amener une conscience à la fois politique, psychologique aussi, tout, de ce que, même dans le rôle que tu choisis à un moment donné. Moi, aujourd'hui, il y a des choses que j'ai plus du tout envie de faire et j'assume. Mmh. Faut assumer jusqu'au bout, Je vois. mais voilà, hem Quel et genre de c'est rôle, ça j'ai en envie de fait. dire? Mais vraiment, des trucs où attends, comment dire ça sans mettre, quelqu'un dans un bon, par exemple, les rôles où la personne là, elle a fait ce qu'on appelle le beaux-arts, elle a pris le bateau, elle s'est fait violer 10 000 fois, elle a été excisée tu sais pas combien de fois non plus. Tout le combo de ça là, je hey! Aïe, 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 aïe. En plus non, mais le personnage qui n'a jamais une once d'espoir dans sa vie là, quand Mmh. même, OK. À un moment donné, pourquoi c'est toujours les mêmes personnages qui ne font que souffrir du début à la fin? Et en plus, qui n'ont aucune agentivité, c'est-à-dire qu'ils sont toujours sauvés par, d'autres gens là et puis souvent qui ont un type d'ethnie spécifique, genre ils sont blancs. Voilà, c'est toujours ça, c'est toujours ça. Donc ça là, moi je dis: «Non», mais franchement en fait, il y en on en propose encore beaucoup des rôles comme ça, hein. C'est, Mmh. que ça soit sur la terre ferme, dans les centres de rétention ou sur les bateaux ou où ce que tu veux, on a l'impression que, si tu viens de l'Afrique subsaharienne Mmh. et pas une femme, qui peut avoir, d'autres problématiques que, le fait d'être une sans papier qui s'est faite violer 10 millions de fois Mmh. et qui doit être sauvée. C'est juste ça le personnage, en fait, hein et quand tu l'exprimes, les personnes, d'une ethnie spécifique là, à qui tu dis ça, ils comprennent pas. Tu fais: «Mais, essayez à un moment donné de faire un effort, quoi». Votre Mmh. imaginaire est pollué, en fait. Tu me vois, on se connaît, tu peux pas imaginer autre chose? Ma Ouais. mère, elle a un autre vécu. Pourquoi tu parles à chaque fois des personnes, en situation d'immigration de la même façon? Il y a mais monstres de personnages incroyables
Mmh. à mettre en forme, c'est fou quoi. Même l'histoire de mon père, elle est incroyable, elle est riche et c'est pas ces histoires-là qu'on raconte. On raconte jamais des histoires riches, en tout cas pas assez et je trouve ça dommage. C'est toujours, sinon et bien sûr, il faut raconter, il faut parler des gens, qui arrivent difficilement, qui font Uber et tout, qui Mmh. méritent et tout, mais quand même, il y a pas que eux. Bien sûr, ouais. Il y a d'autres récits et en fait, je crois qu'on se complaît dans la tragédie trop, alors qu'il y a vraiment plein de parcours. Bah, enfin bref, écoute, c'est ce genre de rôle-là que je déteste où, des personnages moi, tu vois, il y a des personnages de femmes de ménage, je veux dire, il y a plein de femmes qu'on voit à 5 heures du matin dans les transports en commun ou même des fois on les voit, nettoyer, les transports en commun Mmh. aussi, hem, qui ont une vie personnelle riche. Bien sûr. Et pourquoi on les limiterait juste à ce qu'on voit 2 secondes? Ils ont des enfants, ils ont des ces personnages-là ont des aspirations, ont des conflits familiaux riches, en fait. Un personnage comme ma mère, qui a un enfant, qui est une femme, qui d'une soixantaine d'années, qui a vécu en Côte d'Ivoire et qui a Mmh. une autre culture et qui doit se coltiner sa fille, qui l'emmerde avec ses histoires de queerness. Purée, mais ça, c'est génial comme personnage! Bien sûr, ouais, ouais. Et alors, en fait, c'est quoi le problème? Pourquoi on voit pas ça? Mmh. On voit pas ça. La psy de mon amie, c'est une femme, guadeloupéenne, qui est psy. J'ai des potes psychologues, aussi de mon âge. C'est quoi le problème, en fait? Pourquoi il y a pas ces personnages-là dans les fictions? Mmh. Moi, il y a un moment donné, il y a mon côté rageux qui dit: «Ils le font exprès, ça les amuse bien, en fait, de venir, de faire souffrir les autres artistes, en fait. Ils veulent pas qu'on incarne des rôles riches Mmh. parce que ça les amuse. Voilà, pour nous faire souffrir». Bon, j'ai digressé, tu couperas des trucs, tu couperas ce qu'il faut, Patrick, je te fais confiance. Tu dirais que c'est ça qui t'a poussé vers, l'écriture et réalisation, en fait? Mais tu sais quoi? Ouais. Je vais pas parler du tournage exact qui m'a fait prendre conscience que si j'écrivais pas des personnages, il y aurait pas de personnages complexes qui me ressemblent. Mmh. À un moment donné, j'étais épuisée de ça et je me suis dit: «OK». Et je commençais à même plus spécialement avoir envie, hein, en fait, d'écrire ou de réaliser. Mais là, c'est devenu, une nécessité limite, tu vois? Je me suis dit: «OK». Donc là, en France, en fait, ça avance trop lentement. Heu La personnalité que je suis, assez complexe de ses origines et de son identité sexuelle et de genre, là, il faut que j'y aille, il faut que j'écrive ça. Il faut que je partage mon intimité, même si je suis quelqu'un à la base, qui n'est pas dans tu vois, c'est la première fois là que je partage autant de choses de moi, en Mmh. interview ou en podcast ou quoi et ce qui me faisait bien peur d'ailleurs, mais je suis vraiment heureuse de le faire, parce que je pense que c'est bon. Je suis prête, j'ai passé un cap. La vie m'a fait comprendre que c'était le bon moment pour transmettre. Donc j'ai envie de transmettre à travers le cette activité d'auteur, réa. Ouais, même si c'est compliqué pour moi et que le la route est longue, on m'attend pas. On n'a pas forcément pour l'instant, envie de ces récits-là, heu, mais ouais. Par exemple, tu vois, une fois, c'était une nana attends, est-ce que je peux dire ça moi? Mmh. D'une chaîne. Mmh. C'est notre producteur qui a rencontré un speed dating, de prod là, une nana d'une chaîne et la meuf lui dit: «Ouais, non, on a déjà» il lui présente notre projet donc et elle lui dit: «Non, on a déjà, des documentaires comme ça». Il nous montre le film dont elle parle et c'était une jeune femme, je crois afro-française ou bon, je sais plus, mais en tout cas, le film parlait, de son histoire d'excision à cette femme-là. Donc t'imagines, c'est une femme noire qui parle, afrodescendante qui parle de son histoire de d'excision. Rien à voir avec notre C'est projet clair. quoi, Mmh. à part le fait que ce soit une femme noire. Elle a vu que les grandes lignes, en fait. Non, bordel! Tu sais, à un moment donné, tu sais, tu veux faire genre c'est cool, en France ça va quand même, on a envie. Mais Mmh. là et puis c'est mon tempérament de base en plus, mais là j'étais obligée de dire: «Non quand même, il déconne». Là les Mmh. copains white, ils déconnent de ouf. Mais toi, avec, toutes les langues que tu parles, ça t'a jamais intéressé une carrière à l'international? Moi, ça m'intéresse de dingue. Moi, je rêve de ça. Je manage l'espagnol, pero de una manera, no puedes imaginarte, es increíble. Me gusta hablar espagnol de una manera, pero, voilà, voilà. C'est encore un truc, je me dis une fois dans ma vie, allez Almodovar là, c'est quoi le délire là? C'est quoi le délire?
Mais, et l'anglais, écoute, bizarrement, en fait, l'anglais, j'aime bien l'anglais, Mmh mh. mais, non, j'aimerais bien bosser dans des pays anglophones, mais tu l'Afrique du Sud, j'adorerais bosser en Afrique du Sud. J'adore ce qu'ils font, j'adore leurs projets, Mmh. leurs séries, leurs films, tout. Même Nigeria, j'adorerais. Donc là, écoute, j'essaie de faire en sorte de propulser des bonnes rencontres. Mmh. Hem, alors pour quelqu'un qui bouge pas beaucoup de sa petite maison, c'est pas c'est pas voilà, mais je rêve de ça et puis en plus j'ai des restes là de mandarin parce Ouais, que ce que je me disais, ouais. ouais, ouais, j'ai des restes de mandarin donc j'aimerais bien les utiliser un jour quand même parce que c'était quand même, c'était dur. J'en ai versé des larmes sur le mandarin donc j'aimerais bien utiliser ces outils-là et attends, quel autre pays, j'ai dit Afrique du Sud, Espagne, Espagne, Amérique du Sud quoi, en fait, parce que j'adore aussi tous les projets d'Amérique du Sud là, hem, mais il y avait quelque chose qui me venait et puis qui s'est barré. Est-ce que Hollywood, ça te fait pas rêver? Hollywood? Pas forcément, tu vois? Pas forcément parce que j'aime beaucoup les films d'auteur, en fait. Tu vois, cette expérience avec Abderrahmane, j'adore les films qui prennent du temps, où il y a une esthétique, où tu rencontres les gens, parce que du Mmh. coup, moi, je sors pas beaucoup, donc finalement, c'est grâce au travail que je fais des rencontres. C'est mon endroit de sociabilisation, donc Hollywood, ça, c'est des choses qui me tu vois, c'est flippant un peu. Pourquoi pas, hein, tu vois? Si la vie m'amène à Hollywood, je vais pas me plaindre. Je dirais merci, Ouais, mais c'est pas forcément quelque chose auquel je pense parce que, ce genre de notoriété qui t'amène à Hollywood, c'est des responsabilités, je pense aussi, hein. j'imagine, ouais. Tu vois, on n'y pense pas, mais c'est des responsabilités. Ouais, c'est une bonne façon d'y penser. Ma dernière question, Nina, pour toi, ça serait, quel conseil, en fait, tu donnerais à une jeune fille qui veut un peu marcher sur tes traces et cetera, et qui peut être queer et être dans ce milieu? Alors, quel conseil? Écoute, en dehors du fait qu'elle soit queer, tout ça, là, on est en France, hein, donc de toute façon, là, pour toutes les ethnies humaines en France, les histoires queer, pour l'instant, à la télé, il se passe pas grand-chose, donc on va pas trop s'enflammer. Mmh mh. Mais heu, je lui dirais déjà juste en tant qu'humain, hein, parce que là, il y a toutes ces identités-là, mais à la fin, Mmh. on parle juste d'une personne, humaine et ce serait en fait, qu'est-ce qui t'amène toujours à avoir une intention plus ou moins claire du pourquoi? Pourquoi tu as envie d'être artiste-interprète? Qu'est-ce que tu as envie de, qu'est-ce que ça t'apporte à toi? Qu'est-ce que Mmh. tu veux apporter au monde? Est-ce que tu as un message à travers tes personnages, à travers déjà même ton énergie qui t'est? Parce que tu vois, moi, je me même quand je suis très triste et dans une dépression ou quoi, j'adore apporter de la joie et de l'espoir Mmh. et même à travers la rage, parce que moi, je trouve qu'il y a des bonnes colères, tu vois? Ça, c'est quelque chose que j'essaie toujours d'injecter dans mes personnages et dans ma personnalité. Donc il y a un endroit où pour moi, je dirais à cette jeune personne, heu ouais, qu'est-ce que tu veux apporter? Et surtout de prendre soin d'elle. Ça, dans mon Mmh. coaching, je c'est quelque chose que j'aime à dire, faut vraiment prendre soin de soi quand on est artiste-interprète à tous les niveaux. Que ce soit sur le plan même spirituel, en fonction qu'on ait une religion ou autre, même pas, tu vois? Mais prendre soin de son être spirituel si on y croit ou quoi. Prendre soin de, sa santé, de son entourage, savoir qui est pour notre évolution ou pas, en fait, qui est nocif ou pas dans notre entourage et comme je te le disais tout à l'heure, même l'agent, tout, c'est important aussi de savoir qui on choisit en tant qu'agent. C'est pas un truc qui doit se faire, parce qu'on n'a pas le choix, on choisit cette personne-là ou quoi. Mmh. En tout cas, quand on a un peu évolué dans sa carrière, mais d'avoir une vision à long terme. De pas, se dire: «Je veux juste être une star pour être une star» parce qu'en fait, c'est des métiers très engageants et être une star pour être une star, c'est pas pour tout le monde, parce qu'il y a un endroit très superficiel, en fait, qu'il faut assumer et en réalité, on s'en rend pas compte, mais tout le monde ne peut pas assumer, heu, un quotidien aussi superficiel, en fait. Prendre soin de sa famille, de se réserver des moments où vraiment on est avec les siens pour pas perdre pied. Parce qu'autant, tu vois, tu peux faire les Césars, Berlin Mmh. ou être à Hollywood comme tu disais, mais il y a un moment donné, tu es l'enfant de quelqu'un, tu es la sœur de quelqu'un, la femme de quelqu'un et ça, c'est peut-être limite le plus important finalement, hein. Parce que c'est ça aussi qui te donne, le souffle pour être, pour évoluer dans ton art.
Donc écoute, je pense que j'aurais encore plein de choses à dire parce que c'est passionnant finalement, Mmh. mais et moi je suis passionnée de tout ça, de l'analyse même de ce qu'est être artiste et interprète et de tout ce que ça charrie sur le plan spirituel en termes de ce que tu transmets de toi et de messages. Donc c'est avoir en fait vraiment, le global de Mmh. cette activité. C'est ça que je dirais à cette personne-là, vraiment vois, ta carrière dans le global et prends soin de toi. C'est super, D'apprendre à s'aimer beaucoup sur le chemin parce que c'est pas évident. c'est super comme conseil et c'est un super mot de la fin. Honnêtement, c'était un plaisir de parler avec toi, apprendre ton Ah, plaisir parcours. partagé Patrick, Non, je te jure, c'est grave. connaître tout ça, en plus, comme je connaissais déjà ton travail et tout, juste, c'est fou, en fait. Waouh, super inspirant tout ce que tu fais. Ah merci. Ça m'a donné envie de faire encore un autre parce qu'il y a trop de choses à dire. On en fera si tu Là, veux, franchement, un de ces 4 matins, on s'en fait un autre encore et tout. pas de Moi, avec problème. grand plaisir, franchement. Je te remercie beaucoup. Je te dis, Non, tu vois, je t'avais dit, merci, je t'avais pas menti, je kiffe ce que tu fais, c'est vrai, ouais? j'adore ce que tu fais, mais oui, c'est pas genre, bon, je suis relou, j'étais de par monts et par vaux là, mais Ouais. je ne te fuyais pas. Non, non, je comprends, tu sais, maintenant, en fait, qu'on en a parlé, tout fait sens, tu vois? Tu es en train de dire des trucs, je me dis: «Ah ouais, c'est peut-être pour ça que là, elle était pas prête, elle avait besoin de temps». Quand tu as dit que tu Ouais, avais du mal à sortir de chez toi, tu vois? Donc tu as vu, à chaque fois que je t'écrivais, j'étais toujours patient, j'ai jamais été genre: «Ouais, fais ça star et tout», tu vois? grave, Non, ouais, non, merci pour ça. maintenant tout s'explique, tu vois? Je comprends encore mieux, donc je te remercie, c'est moi qui te remercie vraiment de m'avoir accordé ce temps, tu sais? Ah, je suis trop contente, je te jure. Non, mais c'est comme ça c'est bon, ça m'a nourrie pour toute ma journée là, tu vois? Là, je suis trop contente. Merci beaucoup Patrick. Il y a pas de problème. On se reparle bientôt, Nina. Yes, yes, je suis ravie vraiment, hein, de cette rencontre. Ciao, ciao, à bientôt, Nina.